يا من هو باز في الخاز ويا من هو في الروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو باز في الخاز ويا من هو في الروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو تليس يا من هو تليس عطا ظهره التفراز. Merci chers amis d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour échanger et débattre avec les participants à cette rencontre sur le thème construisant de nouvelles dynamiques de solidarité. Nous espérons que les interventions et les échanges avec le public déboucheront sur des pistes de mobilisation et d'analyse constructive. Parmi l'une des thématiques sur lesquelles travaillent nos militantes et militants, il y a celle qu'on a intitulée « Mémoire vivante, remobilisant toutes nos forces avec leurs faiblesses ». Nous essayons collectivement de repositionner du point de vue de l'immigration issue de la décolonisation la lutte pour l'égalité des droits et le droit à l'égalité en France, en Europe et ailleurs. Une égalité fondée sur la citoyenneté de la résidence, une citoyenneté dans le cadre d'une démocratie ouverte à toutes et à tous, au-delà des origines, des religions ou des nationalités. Espérons-le, encore une fois, que cette rencontre sera un point de consolidation de nos luttes communes. Comment reprendre la main sur des questions fondamentales, la question de l'égalité des droits. Surtout dans un climat compliqué, complexe, la crise des migrants, et les médias en parlent beaucoup, à leur manière et à leur façon. La question de la déchéance de la nationalité, le discours haineux et sa banalisation. Cette histoire de l'été du Burkini, ce discours qui prône et qui dit et qui affirme et qui confirme la tyrannie des minorités. Et la tyrannie des minorités, les ciblés ne sont pas que les issus ou les immigrés, ou en particulier les musulmans, il y a même les syndicalistes qui sont concernés. Et ce discours a été dit dans un contexte pendant et durant les manifestations contre la loi travail. Je laisse la parole à notre amie Hanan. En tant que femme, la première fois où j'ai senti ce racisme d'État, cette conditionnalité de la francité, de ma francité, parce que pendant longtemps j'ai cru à ce vœu républicain qui était que tous les enfants de la République étaient égaux. C'est 10 ans avant la loi du 15 mars 2004 qui portait sur l'interdiction du foulard dans les établissements publics et qui a été finalement la porte ouverte à un racisme anti-maghrébin qui était très présent dans nos quartiers. D'ailleurs, la marche de 1983 était aussi une marche contre le ras-le-bol des crimes policiers dans les quartiers de Lyon en particulier. Et donc, de se rendre compte que ce racisme-là qui tuait nos frères, eh bien, finalement, pouvait tuer socialement des femmes parce qu'elles portaient le foulard et que d'un coup, elles étaient les indésirables. Et pour reciter Ayman El-Sayad, lui parle de notre condition d'illégitime, de surnuméraire, et ça en a été la démonstration pendant plus de, il y a pas de fin en fait, on y est encore parce qu'on parle encore tout cet été, on a parlé du Burkini,
Aujourd'hui, alors qu'il y a des vrais problèmes, des vrais enjeux politiques et sociaux, on a des présidentiables qui nous parlent d'une loi d'interdiction du voile à l'université, alors que l'université a d'autres problèmes, en tout cas des problèmes, je suis doctorante actuellement, des problèmes des problèmes matériaux, enfin de classe, d'enseignants, de qualité de l'enseignement, d'argent, surtout pour les sciences humaines et sociales. Je suis doctorante en sociologie, et justement, au lieu de subir ma condition de fille d'immigrés, à un moment donné, grâce à ces lectures de nos intellectuels, j'ai compris qu'il y avait une continuité entre la situation de mes aïeux au Maroc et ma situation ici, et qu'il fallait relire l'histoire pour comprendre ce qu'on vivait aujourd'hui en France. Et j'en ai fait mon sujet de thèse. Je travaille sur la capacité d'agir des femmes musulmanes en France dans le contexte de la nouvelle laïcité, parce que la nouvelle laïcité, c'est la laïcité de 2004, qui a été présentée par François Baroin, et qui finalement limite les individus, les femmes, dans leur vie sociale, leur vie professionnelle, leur vie économique, et qui est finalement un peu dans la continuité de toutes ces inégalités qu'on vit quand on est enfant issu d'eux, et je parlerai de cette issue d'eux dans notre quotidien, c'est-à-dire des inégalités face à l'emploi, des inégalités face au logement, parce qu'on a un patronyme, parce qu'on a un faciès, etc., face aux violences policières, face à plein de choses. Et donc, mon engagement, il a pris une autre forme aussi, celui de lutter contre le sexisme dans ma propre communauté, parce que dans toutes les sociétés, il y a une prévalence du patriarcat. Et quand la mosquée de Paris a décidé de reléguer les femmes au sous-sol de la mosquée, avec un groupe de copines, on a trouvé ça juste intolérable. C'est-à-dire qu'on avait déjà des sphères dans lesquelles on ne pouvait plus évoluer socialement parce qu'on portait le voile et qu'on nous demandait de nous dévoiler pour pouvoir y accéder. Là même dans nos mosquées, on n'était plus les bienvenus, il fallait qu'on se cache dans le sous-sol. Et donc ça procédait de l'invisibilisation des femmes, la même invisibilisation qui nous est demandée dans la société civile laïque. Et donc on a monté le collectif des femmes dans la mosquée. On a fait deux happenings à la mosquée de Paris qui se sont très très mal terminés et qui n'ont abouti à rien, parce que finalement aujourd'hui les femmes, non seulement elles sont dans le sous-sol, mais en plus elles doivent passer par une porte latérale, et de montrer à quel point aussi il s'agissait d'innovation et d'un islam culturel qui plus tard, parce que je suis chercheuse, m'a permis de me rendre compte que cette manière de culturaliser l'islam, de le maintenir dans une sphère culturelle algérienne ou marocaine ou turque par exemple, était un souhait de la politique française qui s'inscrit depuis au moins la création justement de cette dite mosquée de Paris en 1926, qui était aussi, et là je pense que mes amis de la TMF seront intéressés enfin le savent mieux que moi d'ailleurs, l'enjeu était pendant toute la guerre décoloniale en Algérie et les mouvements nationalistes et indépendantistes au Maroc, de dépolitiser les sujets musulmans. Donc les mosquées étaient finalement maintenues dans une sorte d'allégeance politique entre le royaume du Maroc ou avec certains imams qu'on savait être dans l'allégeance politique française pour empêcher la politisation de ceux qui les fréquentaient, de les maintenir dans une vision de l'islam qu'Abdelmalek Sayad parle encore d'islam colonisé, donc d'un islam aliéné, qui empêche finalement les individus de s'inscrire dans ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire des sujets politiques de la société dans lesquels ils évoluent. Et de femmes dans la mosquée, et c'est peut-être pour ça qu'on m'a collé l'étiquette de féministe musulmane, que j'assume par ailleurs, mais qui est très réductrice, parce qu'on n'arrête pas, quand on est féministe, ça ne s'arrête pas à sa communauté, c'est une dénonciation quand on retire les lunettes de ce qui paraît normal et qui ne l'est pas,
ça opère dans tous les champs de la société. C'est pareil pour le racisme et c'est pareil pour le sexisme. Donc ça m'a engagée dans la lutte contre l'islamophobie aussi, parce que je voyais bien à quel point on voulait instrumentaliser ces féministes que nous étions dans la dénonciation de nos frères ou de nos pères, finalement pour montrer que, vous voyez quand même, les Maghrébins, les musulmans sont plus sexistes ou plus machistes que d'autres, et j'ai jamais participé à cette dénonciation honteuse, parce que c'est quelque chose qui est largement partagé. Bien sûr qu'il y a du sexisme, bien sûr qu'il y a du machisme aussi dans les communautés maghrébines ou héritières de cette culture, mais pas plus que celle qui est partagée dans nos sociétés. Et je pense que l'actualité politique, en tout cas de ce qui se passe dans la sphère du pouvoir, nous l'a démontré à plus d'une fois. Je suis militante antiraciste, politique et décoloniale, ce qui signifie donc que je m'intéresse en particulier à ce qu'on appelle le racisme institutionnel en France. Donc Hanan l'a très bien parlé. Mon propos ne porte pas sur des individus, mais sur des systèmes. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Et même si mes constats sont terribles, pessimistes, etc., je garde le sourire, d'accord? Donc gardons-le ensemble. Cela étant posé, peut-être avant de parler du sujet qui nous intéresse ce soir, commencer par le balayer. Pour moi, c'est pas une question qui se pose en fait. C'est-à-dire qu'elle se pose pas comme ça la question. Il y a des solidarités, des réseaux de solidarité, des cellules de solidarité qui existent déjà, qui sont des solidarités dans des quartiers, qui sont des solidarités souvent communautaires entre des personnes d'une même famille, entre des personnes vivant dans un même quartier, des voisinages, de même communauté, etc. Ces solidarités-là, elles existent, elles ont toujours existé, et elles existent de manière indépendante de l'État. C'est-à-dire que ça existe en fait, et tous les jours elles se renouvellent, et c'est ce qui permet d'ailleurs à tous de survivre dans cette morosité économique et identitaire et sociale dans laquelle nous vivons. Donc de toute façon, ces solidarités, elles existent. Ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui devrait intéresser les militants politiques, militants que nous sommes, c'est de politiser la question de la solidarité. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est de parler de solidarité politique. C'est de ça dont nous avons besoin. En vrai, ce sont des solidarités intercommunautaires dont nous avons besoin, et qui dit solidarité, ça sous-entend la question de la convergence des luttes, ou en tout cas de la convergence des noyaux d'intérêt, des communautés d'intérêt. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Tous les gens que je rencontre, je leur dis, est-ce qu'on est capable de se solidariser? Est-ce qu'on est capable de créer une force? Et oui, verbalement c'est oui. Et quand il y a quelqu'un qui lance quelque chose, il n'y a plus personne qui y va. J'aimerais bien voir arriver une génération qui soit consciente de ce problème-là. À mon niveau, j'ai essayé de faire avancer des choses, mais j'ai l'impression qu'on stagne. Aujourd'hui, on stagne. On a des élus, ils nous servent à quoi? On a des comptes à leur demander, pas qu'aux politiques. Et nos pays d'origine, on a des comptes à leur demander aussi. Voilà l'opinion d'une Marseillaise, fille d'immigrés algériens. Je pense qu'il faut vraiment, dans la période qui est la nôtre, prendre la mesure de l'état de notre société. Et vraiment, je vais prendre un ton un peu, non pas alarmiste, mais un ton qui demande à chacun de vraiment regarder notre société comme elle est, avec les dangers qui la parcourent, avec les éléments nouveaux qui apparaissent. Je voudrais, comme j'ai que 5 minutes, juste souligner que ce qu'il y a eu de grave cet été, ça n'est pas qu'il y ait eu des circulaires pour demander à des femmes de quitter la plage. Ces circulaires, on aurait pu les avoir il y a quelques années. Ce qu'il y a de grave, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient sur la plage et qui ont appelé la police municipale. Ce qu'il y a de grave, c'est que des gens ont applaudi quand des femmes étaient exclues de la plage. Autrement dit, ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous n'avons pas seulement des discours stigmatisants qui viennent des médias ou qui viennent d'hommes politiques descendants dans la société, comme nous avons pu le constater depuis une trentaine d'années. C'est qu'une partie de notre société commence à être imbibée, profondément imbibée, d'un certain regard sur l'arabe, sur le noir, sur le musulman. Et donc, il n'y a pas d'autre mot que un processus de fascisation. Nous n'en sommes pas encore au fascisme. Nous n'en sommes pas là. Mais quand des citoyens font de la délation contre d'autres citoyens,
c'est que quelque chose de grave est en train de se passer. Alors, pourquoi je dis ça? Bien tout simplement parce qu'il va falloir qu'on apprenne à avoir des débats contradictoires, sans que ces débats nous entraînent dans de la simple ironie ou dans la caricature de la position de l'adversaire. Vous m'avez demandé de réagir au débat précédent, donc 2 mots là-dessus. Est-ce qu'il y a une question de classe qui serait première par rapport à d'autres questions? La question de l'égalité entre les sexes, la question de l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur couleur et leur origine. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les oppressions, les dominations et les luttes à mener? Cette manière de poser la question nous empêche d'avancer depuis des décennies. Si le mouvement féministe avait écouté ce qui lui disait, mais attention, il y a quelque chose de plus important que le combat pour le droit des femmes, qui est la lutte des classes. Si ces féministes avaient été sensibles à l'argument qui consiste à dire « mais non, en définitive, ça n'est qu'un problème de classe », eh bien, nous n'aurions jamais eu les progrès que nous avons eus en matière d'égalité homme-femme. Autrement dit, la théorie d'une hiérarchisation des questions est une théorie qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche de nous unir. Pour qu'il y ait véritable unité, il faut que chacune des oppressions soit prise en compte dans ce qu'elle est. Si vous dites à des femmes, on va mener la lutte des classes et vous serez libérés après, une fois qu'on aura gagné, eh bien les femmes ne vous suivront pas. Si vous dites à des personnes issues de l'immigration, écoutez, d'accord, il y a des discriminations, mais on va vous demander de patienter parce qu'il y a un problème qui est d'abord avant celui-là, qui est le problème de la lutte des classes, et quand on aura gagné, eh bien, on créera l'égalité. Eh bien, ça ne marchera pas. Et c'est comme cela que nos luttes sont éparpillées. Ça n'est pas parce que des femmes posent la question de leurs droits que nos luttes sont éparpillées. Ça n'est pas parce qu'il y a des personnes issues de l'immigration qui posent la question de leurs droits que nos luttes sont éparpillées. C'est parce que l'ensemble du mouvement social, justement, continue à hiérarchiser les luttes. Et donc, il n'y a pas d'un côté la question de la classe et de l'autre côté la question de la race. Il y a chacun qui vit les oppressions en fonction de sa place sociale, concrète, réelle, etc. Prenons un simple exemple. Est-ce que vous pensez que quand on a dit le mot classe, on a tout dit? Est-ce qu'un homme de la classe ouvrière, parce qu'on parle de classe, on parle des classes populaires, vit la même situation qu'une femme de la classe ouvrière? Non. Et donc, poser la question des classes, c'est aller plus loin. C'est poser la question, dans la classe, des hiérarchies qui peuvent exister pour pouvoir les prendre en compte et pour pouvoir unifier. Autrement dit, la classe se vit de manière sexuée. Un homme ne vit pas la même chose qu'une femme. Mais la classe se vit également de manière racisée. Quand on s'appelle Mohamed, et qu'on a le même diplôme et le même emploi que Jean-Pierre, eh bien le profil de carrière n'est pas le même. On a aujourd'hui de nombreuses études qui l'ont montré. Autrement dit, la classe se vit de manière sexuée, de manière racisée. Et si on ne pose pas les questions comme ça, nous n'arriverons pas à unifier. Tous ceux qui sont sincères, indépendamment que vous soyez au Parti socialiste, tous ceux qui sont sincères dans le combat pour l'égalité, s'ils ne rompent pas avec cette hiérarchie des questions, eh bien, ne pourront pas réaliser l'unité des dominés. Les dominés ont besoin, pour se retrouver dans le même camp, qu'aucune de leurs catégories ne soit mise de côté, qu'aucune des revendications ne soit mise de côté. Et surtout en ce qui concerne l'immigration et ses enfants français. Pendant des décennies, on leur a dit plus tard. On vient encore de le vivre avec ce gouvernement. Le droit de vote aux résidents étrangers. On nous a dit plus tard. Faut attendre, il y a d'autres questions plus importantes. Et à chaque fois que l'on fait ça, on divise. À chaque fois, par contre, que l'on prend en compte l'ensemble des catégories dominées avec leur intérêt spécifique, avec leur place particulière dans la société, eh bien on unifie. L'unité, ça n'est pas à raser. L'unité, elle est en termes de résultats. Quand on a réussi à faire converger chacune des catégories dominées en prenant en compte sa situation et ses revendications. Il n'y a pas d'unité sans diversité. Il n'y a pas d'unité si elle ne s'ancre pas dans la réalité. Sinon le reste, je vais vous dire, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas de véritable gauche dans ce pays parce qu'à chaque fois, on ne prend pas en compte les intérêts de tous ceux qui pourraient être dans cette, moi j'appelle gauche, les forces qui voudraient transformer la société dans un sens de l'égalité. Si on ne prend pas en compte cela, eh bien on n'avancera pas. Et c'est pour cela que notre société se droitise. Et c'est pour cela que d'élection en élection, eh bien on vote pour des candidats qui font des politiques, qui déçoivent, etc. et qui droitisent sans cesse la société. Il est temps d'arrêter. Parce que ce processus-là, si nous nous y mettons pas tous, eh bien ça ressemble étrangement, à des choses qu'on a connues dans l'histoire quand il y avait les mêmes caractéristiques. Ça s'appelle de la fascisation.
Arrêter la fascisation suppose qu'on grandisse dans notre manière de penser la politique. Alors écoute, le débat, je l'ai trouvé très intéressant. Comme d'habitude, je participe régulièrement au débat de la TNF. Ça vient toujours de l'intérieur, c'est quelque chose de profond. On ressent vraiment du vécu chez les participants. C'est vraiment, voilà, des fois c'est très douloureux. À un moment donné, je pense qu'il faut changer l'image qu'on a de nous. Et je pense aussi qu'il faut agir ensemble. Les solidarités, on les crée ensemble. Et on doit les créer à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle disait que bon, il ne fallait pas voter, faut pas... Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut voter, il faut donner notre avis, il faut donner notre choix politique. Je pense que, sincèrement, il faut maintenant sensibiliser les gens, parce qu'on est quand même à 5-6 mois des présidentielles et des législatives et tout ce qui suit. Il faut sensibiliser les gens au vote. Il faut que les gens de chez nous se présentent et proposent des idées et s'affirment. Et il faut qu'on soit aidé par tout notre entourage et tous les gens issus d'eux, comme disait intelligemment Hanen. Et il faut qu'on soit une force de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. C'était un débat qui parlait de notre réalité et avec un langage très direct en fait. Il n'y avait pas de faux semblants. C'était illustré et argumenté par des faits de société. Ce que je retiens de ça en fait, c'est qu'il ne faut pas hiérarchiser les préoccupations des gens. Il faut les mettre tous au même niveau en fait. Et ça, j'ai trouvé ça important parce que pour réunir les gens, pour fédérer les gens, il faut leur faire comprendre qu'ils sont entendus et que leurs problèmes, ils ne sont pas moins importants que les autres. Justement, les solidarités sont importantes à partir du moment où il y a une solidarité, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. À partir du moment où tout ensemble elles s'unissent, les solidarités, elles sont importantes et elles créent la solidarité.
really had it down. Steady in the light of your halo, I got my engine now. It's like I've been awakened. Every run I had you breaking. It's the reason I'm taking. Never got to tell you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your arms. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's right all over your face. Baby, I can feel your halo. I can feel your halo. Halo, oh halo, halo, oh. Feel your halo, المغرب